dividendes plus charges d'intérêt aujourd'hui, c'est 500 milliards prélevés sur les entreprises. 500 milliards, ça ne vous dit ni à toi, ni à moi, ni aux gens qui nous écoutent, peut-être, bon. Il faut les comparer aux 300 à 400 milliards de profits des entreprises chaque année. Et même plus que leur investissement. L'investissement d'entreprise, c'est 400 milliards les bonnes années. Bonjour et bienvenue sur l'Actu UTA, donc la chaîne YouTube du Travailleur alpin. On se retrouve aujourd'hui pour un échange avec Frédéric Bocara, donc économiste marxiste travaillant dans le secteur public de la statistique, chercheur associé à l'université Sorbonne Paris Nord, donc située dans la Seine-Saint-Denis. Ton doctorat portait notamment sur les multinationales et tu as notamment siégé au Conseil économique, social et environnemental, donc la troisième assemblée, de 2015 à 2022 en tant que personnalité qualifiée. Tu as été à ce titre-là auteur d'un avis sur le financement des PME-TPE qui a été très largement adopté par le CESE, donc on aura l'occasion sûrement d'y revenir, à l'exception évidemment liés au MEDEF qui ont été contre. Et tu es surtout, j'ai envie de dire, responsable de la commission économique du Parti communiste français. Donc si on tenait à t'inviter sur la chaîne, c'est parce que l'économie, c'est un sujet majeur du débat public, ce qui est assez logique puisqu'on parle de ce qui sous-tend toute société, en bon marxiste que nous sommes, mais on entend quand même pas mal beaucoup de bêtises ou d'approximations sur le sujet. Alors on s'est dit que ça pouvait être pas mal de remettre les choses à l'endroit pour y voir plus clair et qui sait, pour pouvoir mieux intervenir par la suite. Donc pour commencer, c'est vrai que un peu bateau, mais quand on parle d'économie, ce qu'on entend systématiquement, c'est que la France vit au-dessus de ses moyens, que rien ne va, que tout part à volo. Et en même temps, on voit bien qu'on est le pays, dans les chiffres qui est, l'un des pays, les plus riches de la planète, hein, qu'on n'a jamais produit autant de richesses. Donc est-ce que tu peux nous démêler tout ça, pour commencer en termes de point de situation, je dirais? Oui, alors merci d'abord, de l'invitation. Bonjour Jérémy, bonsoir plutôt. Heu, Effectivement, on a cette contradiction apparente, ce contraste, hein, et c'est pas seulement une histoire riches et de pauvres, parce qu'on a des entreprises qui produisent considérablement. On a des entreprises, qui ont une grande importance dans le monde, des multinationales très connues, que ce soit Alstom, que ce soit Sanofi ou autre. Et c'est là où je peux me permettre, un élément sur l'économie. C'est-à-dire que on voit bien que l'économie, c'est des idées pour décrypter ce qui se passe. Si on n'a pas la grille, on est un peu, en difficulté, et donc c'est pas pour s'y enfermer, mais c'est pour l'émancipation au-delà de l'économie, au-delà du travail, pour la vie réelle, hein. C'est ça, je crois, pour intervenir sans être prisonnier justement, des dogmes et cetera. Est-ce que un certain nombre de sociaux-libéraux ou de gens bien intentionnés. Là, les sociaux-libéraux, ils sont généralement des dirigeants politiques, mais les gens bien intentionnés disent: «Oui, on a des contraintes, on fera ce qu'on peut». Bon, comment on fait à partir des contraintes qui peut-être existent, il faut vérifier, pour aller vers quelque chose qui est exploitable pour tout le monde et pour la planète? Donc effectivement, on a d'un côté un déficit commercial considérable de marchandises, hein, c'est-à-dire on importe des produits matériels plus qu'on en exporte, 100 milliards à peu près de plus sur les années, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Heu on en explique aussi, hein, mais heu, on a un chômage considérable que moi j'appelle un déficit, oui, bien sûr, considérable. Heu, on a un déficit public qui est important, hein, qui n'est pas, il y a d'autres pays, le Royaume-Uni, les États-Unis font bien pire et en montant et en pourcentage, le Japon aussi bien sûr, oui. Donc on met ça en avant. On a aussi des comptes sociaux qui ont un petit déficit et qui pourraient avoir un déficit plus élevé demain. Mais on a aussi nos multinationales, entre guillemets, le «nos» est entre guillemets parce qu'elles sont ni à toi ni à moi, même si c'est les travailleurs qui y travaillent qui en font, heu, les connaissances, la richesse, les compétences et finalement l'efficacité, bien sûr. Heu, des multinationales considérables, hein, que ce soit, j'ai cité Alstom, j'ai cité, Sanofi, mais on pourrait citer aussi, puisque on est pas loin de Grenoble, en Isère, enfin on est en Isère pour vous en tout cas, on peut citer STMicroelectronics qui est quand même, 10 de, entre 5 et 10 de la production de puces, mondiale, en Europe, donc c'est quelque chose d'important. Donc, heu, cette contradiction on a aussi, alors, et on a entre les 2, je dirais,
2 choses. On a, entre les 2 en positif, nos services publics qui restent considérables mais très affaiblis. Donc c'est un peu contre c'est 2 choses à la fois, hein, parce que, il y a un élément positif, ils sont considérables, mais ils sont très affaiblis. Ils sont en crise même, appauvris, affaiblis, ils sont en crise. Bon, mais on a ça qui fait partie de notre richesse. Et puis, de l'autre côté, ces multinationales, elles sont surtout très fortes à l'étranger. Parce que l'INSEE, a montré des statistiques et mes travaux sur les multinationales ont poussé l'INSEE à publier ces statistiques. Hem Et même maintenant, Eurostat, l'OCDE, tout le monde publie des travaux sur les multinationales. Moi, j'ai beaucoup été impliqué dans ces réflexions, montrant que la moitié de l'emploi des multinationales sous contrôle français est à l'étranger et la moitié de leurs ventes aussi. Donc, il y a des pieds en France et puis il y a d'énormes pieds à l'étranger et puis, de la finance et cetera. Donc voilà et avant tout ça, j'ai dit la finance, je me suis presque, anticipé moi-même. Tout ça est mité par la finance. Mité par la finance, c'est-à-dire partout, la finance est là, vient miter. Contre quoi? Contre le développement des capacités humaines. Heu, Pénurie d'employés qualifiés dans tous les secteurs, que ce soit dans la santé, mais aussi, dans, par exemple, les soudeurs, que ce soit pour le nucléaire ou pour les trains. On manque de soudeurs. Je le rappelle, il y a 2 ans, le potentiel d'énergie électrique à base nucléaire, n'était utilisé qu'à 60 parce qu'on avait des centrales qui demandaient à être, maintenues, de la maintenance. Mmh. Et il manquait des soudeurs. On a fait venir 100 soudeurs par avion des États-Unis et du Canada parce qu'on les avait pas encore. 100 soudeurs. Mais c'est on marche sur en tête même si c'est de l'avion. C'est de la folie. Bon, il pourrait dire: «C'est du one shot», mais en réalité, c'est dans tous les domaines et c'est vraiment l'image et là, je reviens à la question politique. C'est-à-dire d'une société où ce qui domine, c'est le capital. Alors bien sûr, il faut de l'argent, mais l'argent, c'est pas forcément du capital, je le dirai plus précisément tout à l'heure. Ce qui domine, c'est le capital et les dépenses pour le capital et la finance. Parfois, on dit aux gens excusez-moi, mon point avance. Parfois, on dit aux gens: «Il faut de l'argent, donc c'est du capital». Oui, il faut de l'argent, mais cet argent est utilisé pour la finance, pour développer la finance et du coup, très peu pour les capacités humaines, bien trop peu pour les gens et donc c'est ça la fragilité profonde et d'année en année qui fait que l'économie française, elle en est, là où elle en est. Voilà la situation de l'économie française. Alors, on a même, des prodromes d'une récession, c'est-à-dire un recul de l'activité. Comme tu dis, on produit beaucoup de richesses, un recul de la quantité de richesses produites, ça ne veut pas dire qu'on en produit beaucoup moins, mais quand même. Comme les besoins continuent à augmenter, d'année en année, de trimestre en trimestre, que la population continue de croître malgré les limites démographiques, de la fécondité qui commence à reculer. Voilà, même si on consommait autant, il faudrait, un petit peu plus parce qu'il y a plus de gens, il y a des besoins nouveaux et puis c'est pas seulement de la consommation matérielle, il y a des services de santé, avec le vieillissement, on a besoin. Donc quand il y a un recul de l'activité, c'est un appauvrissement réel des gens et de la vie et c'est ce qu'on voit. Et qu'en plus, il y a des inégalités très fortes à l'intérieur, ça a fait un appauvrissement beaucoup plus fort des plus pauvres. Donc on a eu au 4e trimestre un léger recul de l'activité, moins 0,1 au 1er trimestre, une croissance plus 0,1. Donc on voit bien le corps malade, ce «grand corps malade» entre guillemets et il y a pas que la France. L'Allemagne, elle a fait le même coup avec plus d'oscillations, moins 0,3 au 4e trimestre, plus 0,3 au 1er trimestre. Donc voilà, ça aussi, parce que ça tangue, parce que la finance et en plus les derniers coups qui ont été donnés par Trump, mais pas seulement. La fragilisation fondamentale, c'est la finance, c'est pas seulement la guerre commerciale ou réelle. Voilà un petit peu, pour répondre, peut-être de façon trop détaillée, on y reviendra, différemment par la suite. Merci. Moi, j'aurais envie de faire un peu de provoque, mais pour, du coup, provoquer la réaction. Parce que c'est vrai qu'on la crise économique, à la fois, elle est là, on le voit, avec, les centaines de plans de licenciement, de partout là en ce moment, mais à la fois, bah, ça fait des décennies qu'on en parle.
C'est-à-dire qu'on nous dit, enfin, voilà, c'est comme tu disais, c'est pas juste les sanctions commerciales de Trump, quoi. C'est, ni même la guerre en Ukraine, ni même enfin, voilà, ça fait, moi franchement, enfin, depuis que je suis ado, j'entends parler de enfin, c'est, la crise on nous dit: «C'est la crise économique», quoi. Donc à la fois, il y a ça et à la fois, on a un discours, qui est développé très fortement, par les milieux économiques, du patronat, qui est de dire, bah, le problème en France, c'est le coût du travail. Alors, est-ce que j'ai envie de dire, ça serait ça le problème, quelque part? Et d'où ça vient? Puisque, on n'est pas sur des causes conjoncturelles visiblement, ponctuelles, mais plus sur le temps long. Alors, effectivement, d'abord, dans le mot crise, en tout cas pour un marxiste et pour l'analyse théorique que nous avons, parce que c'est important, une analyse théorique. C'est comme une carte du terrain. Le terrain, c'est la carte du terrain, c'est pas le terrain, bien sûr. Et avec un tout petit GPS, je suis un peu paumé, avec une grande carte papier, je vois mieux où on va. Et donc, c'est aussi un peu ça. Parce qu'il faut on a besoin de ça pour anticiper, dans quel, «climat» on va, entre guillemets et quelles sont les choses importantes ou moins importantes. Donc crise, ça ne veut pas dire forcément effondrement. Ça veut dire recherche aussi. Ça veut dire construction, transformation. Mais ça veut dire mise en cause. Et en réalité, avec notre analyse, nous avons diagnostiqué les économistes communistes français dès novembre 1967, très précisément, le retournement de crise de longue période. Alors il a mis du temps parce que c'est un retournement, c'est-à-dire on sent que ça va se retourner et la fièvre continue donc en plus les luttes de 68 ont permis un rebond. Donc c'est 67 soit 1967-73 le retournement et on entre non pas dans un recul permanent, mais une phase de difficulté longue avec des moments de remontée, des moments de redescente, mais où dominent les difficultés et d'ailleurs où le chômage profond, structurel comme tu disais, reste. Et maintenant une apparence de maintien, disons, du chiffre du chômage, mais un sous-emploi et un mitage très profond de l'emploi et jusqu'à une crise de civilisation, une crise de sens et puis l'écologie, c'est très significatif du point de vue de la crise. Parce que l'économie, c'est satisfaire les besoins matériels des êtres humains. C'est ça, en fait, hein. C'est la relation des êtres humains avec la nature pour les besoins, de subsistance des êtres humains, au sens large. Ils sont historiques, ils évoluent, les besoins de subsistance. À partir du moment où on fait ça en mettant en cause notre niche, on ne satisfait pas nos besoins matériels d'une certaine façon, puisqu'on est en train de démolir notre maison, comme, on peut dire. Donc ça aussi, c'est un élément de clé. Donc voilà, il y a cette longue phase de difficulté et dans ces difficultés, il y a beaucoup de transformations. Donc c'est aussi des transformations. La révolution informationnelle, c'est une tentative de réponse aux difficultés, mais qui aggrave les difficultés parce qu'on l'apprend avec la finance et le capital. L'internationalisation, puis après, tout ce qu'ils ont fait en allant développer la Chine et tout ce que la Chine a fait pour se développer, c'est aussi une façon pour les capitalistes de sortir de la crise. Mais on voit bien que ça rechute très fort et que ça ne cesse pas en réalité le profonde difficulté. C'est pas du tout comme la période, disons, qui va de 1945 à 70-67. Donc voilà, il y a ce travail de la crise comme pour les psychanalystes, c'est le travail de la crise, c'est les transformations, des recherches, des tâtonnements et donc on a, une société de crise, des institutions de crise qui sont elles-mêmes en crise et donc là, on est en quelque sorte, une tragédie de fin de cycle où il faut vraiment trouver une sortie parce que c'est trop grave. Non, depuis peut-être, 2008, depuis la pandémie, là, on est en train de voir qu'il faut une sortie. Alors, comment dire? Par exemple, et je reviens après sur le coût du capital, mais je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à noter, c'est le libéralisme et le néolibéralisme. Mmh. On avait, une intervention forte de l'État. Il nous a dit: «Après, il faut privatiser». Mmh. Alors on dit: «C'est le néolibéralisme». Moi, je préfère dire néolibéralisme. Pourquoi? Parce que on a privatisé, mais on a maintenu une présence forte de l'État, une intervention forte de l'État. Mais au lieu d'être mixte et avec des éléments vraiment autonomes de l'État, Renault était propriété de l'État, heu, il y avait, quand même une démocratie sociale plus importante et cetera. L'ensemble des interventions de l'État s'est mise vraiment sous la coupe du privé, sous la domination du privé et c'est ça la chose un petit peu nouvelle. Par exemple, les aides publiques, mmh, il y en a plus qu'avant, mais en proportion du PIB. Il y en a plus qu'avant. On ne peut pas passer le graphique, mais il y en a plus. C'était 5 des richesses produites, mais
Entre 10 et 15% aujourd'hui des richesses produites. La moitié des profits des entreprises. 200 milliards, dit la CGT. 150, 170 milliards, dit les services du Premier ministre. Bon, dans ces proportions, de toute façon, voilà, c'est considérablement monté. Renault est privatisé, mais l'État reste le premier actionnaire avec plus de 15%. Etc., etc. Donc, c'est pour ça que je parle de néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il tente une nouvelle alliance entre l'État et les entreprises, mais sous domination du capital. Pas que des entreprises, mais du capital. C'est ça. Et donc, le néolibéralisme, c'est pas le libéralisme je sais pas, de grand-papa ou d'arrière-grand-papa, c'est du 19e siècle. C'était pas d'intervention de l'État et laissez-moi faire ce que je veux. C'est au contraire, je veux tout l'argent de l'État et peut-être c'est moi qui fixe les règles. Là, ce que veut le capital. Ça peut être intéressant que tu nous fasses une petite, je déroute un peu, mais après on reviendra sur le coût du travail et du capital, sur cette relation, l'évolution de la relation entre les entreprises et l'État, entre la phase précédant la crise et celle dans laquelle on est aujourd'hui. Puisque pareil, bah, on a le discours libertarien, qui monte énormément, mais qui est beaucoup bâti sur du vent, tu l'as un peu dit, sur le rapport à l'État et cette relation État-entreprise, ça peut être intéressant d'y revenir un petit peu, ouais. Oui, c'est fondamental en fait. C'est l'élément trop caché de l'économie. C'est-à-dire que derrière ces questions d'activité, de travail, production, il y a des entreprises qui sont en quelque sorte des institutions. euh, bon, la caractéristique du capitalisme, c'est de séparer l'économique et le politique. Donc, il y a les institutions politiques et puis il y a les entreprises. Mais en réalité, elles jouent un rôle euh, dans la cité. Je ne vais pas dire, on peut dire elles jouent un rôle politique, Isco Bolloré dans les médias, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles jouent un rôle dans la cité. Quand une entreprise avec 1000, 2000, 3000 salariés, d'énormes productions, d'énormes bâtiments, elle configure un territoire et quand elle organise la vie et les horaires de plein de gens, et quand elle disparaît aussi, et même elle configure les consommations, voire elle peut empoisonner. Donc ça joue un rôle très profond. Donc on ne peut pas dire c'est une affaire privée, ne regardons pas. Non, c'est une affaire qui concerne tout le monde. On ne parle pas du petit artisan. Ça, c'est autre chose. On veut le faire rentrer avec le grand patronat, le utilise comme chacun d'une grande patronat. Mais c'est autre chose, le petit artisan. Bon, et il y avait la libération, que nous avons appelé un capitalisme monopoliste d'État, qui est un système mixte, qui a permis de sortir. L'État prend en charge un certain nombre de choses. Oui, il soutient les profits d'une certaine façon, mais il prend en charge des dépenses nouvelles de type protection sociale, sécurité sociale, éducation nationale, retraite de façon très importante. Des petits bouts existaient avant quand même, et de façon très importante. Et c'est de l'argent qui ne va pas demander son profit. Et donc, il peut être utilisé pour le développement de la société. Et d'ailleurs, pour un marxiste, c'est de l'argent, mais qui n'est pas du capital. Pour un marxiste, l'argent, le capital, c'est de l'argent qui cherche son plus. Donc, systématiquement, plus d'argent. C'est Thatcher, I want my money back. C'est ça le capital. Il veut son argent de retour. Il met 100, il veut 110. Voilà le capital. Dans la Sécu, c'est pas ça ce qu'on se pose comme question. On met de l'argent, pour le stériliser d'ailleurs, puisque c'est la retraite par répartition, par exemple, ou la sécurité sociale, c'est de la répartition aussi sur la maladie. Et je verse des cotisations qui sont tout de suite utilisées pour que d'autres puissent se développer. Et la question, c'est est-ce que la santé va mieux? Est-ce que les retraités vont mieux? C'est pas est-ce que ça fait plus de profit pour cet argent-là? Est-ce qu'on en bénéficie au sens vraiment premier du bénéfice? Donc, c'est ça les années 50, 60. Et on a vraiment analysé ça comme une sortie de crise. Entre parenthèses, puisque nous sommes dans les parenthèses et que je te vois intéressé, ça a été une bataille d'idées très forte pour mener les communistes français face à l'ossification soviétique, qui disait de toujours la crise, le capitalisme s'en sort pas, c'est la crise permanente du capitalisme qui niait, qui disait c'est la paupérisation, ça marche pas, etc. On dit non, on est vraiment sorti insolite parce qu'il y a une créativité des luttes. Mais il y a des contradictions plus importantes parce que quand on soutient le capitalisme, en faisant ça en même temps le capital, donc j'arrive à la crise, et on a soutenu le capital pour qu'il exporte à l'étranger ses productions, pour qu'il domine l'Afrique, le néocolonialisme, pour qu'on fasse du béton, du béton, du béton, qu'on surexploite les gens, immigrés, femmes avec des horaires terribles et des conditions de travail terribles, pollution, etc. Donc, on arme finalement le ressort de la crise ensuite. Hein. Et donc, il y a un moment où je te pose la question de la contradiction entre les deux. Et bien sûr,
on commence. Il y a eu des hésitations dans les années 70, grâce aux luttes, les années 70, même sous la droite, puis début des années 80 à la gauche. Et puis finalement, ce retournement où on va tout faire pour le capital avec le néolibéralisme, dérégulation, déréglementation et le grand vent de la concurrence. On a l'État, c'est ça la nouvelle alliance qu'ils ont cherchée. L'État va appuyer le capital dans son développement à l'étranger, y compris contre les travailleurs. Nationalisme, et finalement, pour prendre en charge les pertes et pour reprivatiser derrière. Et, et il y a un élément d'efficacité, parce que comme il fait des monopoles géants, 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 et des oligopoles, c'est pas exactement des monopoles, quand on est dans le monde, ce n'est pas le seul, il y a quelques gros oligopoles, et il va arriver à partager les dépenses informationnelles dans un très grand ensemble. Il y a une certaine efficacité. On ne pouvait pas forcément avoir dans un petit ensemble. Mais pour faire ça, et donc c'est une course-poursuite folle, pour faire ça, ils rachètent sur les marchés financiers les entreprises. Donc ce qui va gagner en partage, on le repère en stérilisant sur le marché financier pour acheter des filiales. Et puis après, pour ne pas me faire racheter, il faut que je grossisse, je grossisse. J'ai montré sur Renault, par exemple. Pour Renault, pour ne pas se faire racheter, on lui a dit, toi, enfin, je caricature, hein, toi, mon pote, fais gaffe, tu peux te faire racheter par les autres. Alors, mais qu'as dû savoir, eh bien, tu vas les faire apparaître, tes brevets. Il y a 20 ans chez Renault, on était déjà dans le néolibéralisme, il y a 20 ans chez Renault, il n'y a que 40 millions dans le bilan de brevets actifs, actifs technologiques, si tu veux. Aujourd'hui, et plus de 40 millions, c'est 14 milliards. Entre les millions et les milliards, on est à 1000 fois plus. Et la technologie Renault, elle n'a pas évolué à ce niveau-là. C'est qu'on a fait apparaître et on a valorisé sur les marchés ces 14 milliards en disant c'est plus dur à acheter, on vaut 14 milliards. Et puis il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que 14 milliards, il y a d'autres milliards. Mais du coup, faut savoir si je veux 10% des 14 millions, c'est 1,4 million. Pas énorme. Si je veux, moi, capitaliste, actionnaire, j'ai investi dans Renault, 10% des 40 milliards, il faut 4 milliards. C'est 40 fois plus que 1 milliard. Que 1 million, pardon. C'est énorme. En fait, on a une dynamique de ouais, de survalorisation du capital, enfin, quelque part, De qui peut-être suraccumulation du capital, notamment par valorisation financière. C'est-à-dire un capital tellement accumulé, et donc capital argent, là, tellement accumulé, qui, lui, il tire, il est un attracteur, un trou noir, il veut son profit. Et ils vont pomper sur la bête, et la bête, c'est les travailleurs qui produisent plus de richesse, une certaine richesse, mais quand même, ils pompent. D'où le coût du capital qui on y arrive. Et l'État qui va appuyer tout ça. C'est-à-dire qu'il fait des aides pour que ça poursuive dans le même sens, pour ouvrir les marchés, pour faire concurrence, privatisation, et puis pour gonfler le capital. Alors, à des moments, le summum, on peut dire le summum aujourd'hui, mais un des moments considérables, c'est pendant la pandémie. Pendant la pandémie, le fameux quoi qu'il en coûte, open bar pour les aides aux entreprises, parce qu'on n'a pas mis. Bien sûr, il fallait aider. Il fallait aider les gens. Il fallait aider, pardon. Oui, maintenir les salaires, les compétences, les gens, surtout pas les perdre. Ils ont reconnu là que les gens, c'était décisif. Mais comme ils ont mis aucune condition, au lieu d'aller véritablement au salaire, il y a eu pas mal de licenciements en fait, tous ceux qui n'avaient pas de statut. Et puis, ça a été essentiellement au profit et donc au sortir, un gonflement du capital, la valeur du capital, plus 70%. Donc si le capital vaut plus 70%, si je veux tirer le même profit dessus, il faut que je tire 70% du profit. C'est ça. Donc c'est toujours les deux jambes, capital, profit. Et c'est la masse de capital qui est l'attracteur du profit, mais c'est le profit qui est le motif, on va dire. Et donc c'est toujours ça. Et les aides publiques, elles, non seulement elles n'ont pas mis comme condition de ne pas licencier, de maintenir les gens, voire elles auraient pu mettre comme condition d'engager des recherches positives sur la santé, sur l'écologie. Vous pouvez le faire pendant la pandémie, c'est le bon moment à la limite. Faire des recherches. Mais elles ont, contrairement à ce que beaucoup disent, elles n'ont pas 0 condition. Elles ont des conditions perverses. La plus connue, les exonérations de cotisations sociales, on les touche si on fait du bas salaire. 1,2, 1,4 SMIC.
Dès qu'on dépasse ça en SMIC, ils font prendre dans la figure. Alors, tu vois, tu m'as parlé tout à l'heure, tu as parlé pour les auditeurs qui tout à l'heure, du l'avis du CESE, Conseil économique, social et environnemental, sur les PME, TPE. Un avis, il y a des recommandations et on l'a construit en alliance avec, moi, je suis personnalité qualifiée, la CGT, puis c'était des copains, mais la CGT, elle s'est impliquée dedans, bien sûr, et le FOMO qui était impliqué et l'artisanat et je leur avais dit: «Oui, l'artisanat, c'est les vraies PME, TPE» et ils l'ont voté. L'agriculture l'a voté, beaucoup de gens l'ont voté, c'est très rare. Même la CFDT, ils se sont emmerdés, ils sont abstenus, bon, puis ils sont venus me voir en disant: «Fred, on a peut-être dû le voter». J'ai dit: «Vous voulez, vous êtes indépendant». Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, je leur avais dit: «Si vous trouvez que je vais trop loin, vous me dites, on arrête, on regarde ensemble, on voit où est-ce qu'on trouve le compromis». Et précisément, à un moment, j'ai dénoncé les exonérations de cotisations sociales et la responsable des petites cliniques qui était là, elle me dit: «Écoute», parce qu'on se tutoie tous au CE2, hein, même avec le patronat, on se tutoie. C'est un peu bizarre, mais c'est comme donc la sœur de Raffarin qui était, présidente du groupe du MEDEF à un moment, on la tutoyait, Françoise, très bien. Et donc, heu elle me dit: «Écoute Fred, nous enlève les exonérations de cotisations sociales, on en a besoin. Quand même, je suis d'accord politiquement avec toi, mais en tant qu'entrepreneur», je dis: «Mais attends, c'est pas toi qui les touches, c'est essentiellement lui». Il y avait le patron de Carrefour ou d'un truc comme ça qui s'y est payé là. «Il en touche bien plus que toi en proportion». Elle dit: «C'est vrai». Je dis: «Moi, ce que je propose», et je vais expliquer ce que je proposais. Ce que je propose, c'est que tu continues à toucher des aides publiques, autant. Enfin, il y aura, l'enveloppe, peut-être que tu en toucheras plus. Mais si tu te développes, parce qu'aujourd'hui, tu les touches, si tu ne te développes pas, on capte ton développement. Toi, tu as besoin d'embaucher des gens, de les former, qu'ils soient plus hauts, et tu peux pas parce que si tu les hausses leur salaire, tu perds les aides publiques. Donc c'est ça, toute la perversité. Alors, Grenoble, technologie, et cetera, parlons du crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche comme aide publique, qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est 5 milliards. On en fait des caisses, c'est important, parce que l'université compare à son budget, c'est pas énorme. 5 milliards devant les 85 milliards des donateurs de communication sociale. Mais quand même, 5 milliards, ça pourrait jouer. On est tous pour comment? Ben, si on fait de la recherche, on croit, hein? Nombre de critères, les critères, tu vas rigoler, les mecs, ils sont incorrigibles des fois. Tu les touches, si tu as du capital recherche dans ton entreprise. Donc si tu as stocké de la recherche, même si tu la traites ailleurs. Donc, si tu as mis ce poison dans ton entreprise qui, en plus, va demander et si tu la là, tu te touches. Il y a un problème en psychiatrie. Bon, mais il y a vraiment un problème, profond sur l'orientation des aides publiques. Au contraire, on pourrait avoir des aides qui disent: «Je t'appuie si tu développes», par exemple, je peux te baisser le coût du capital si tu développes, les autres dépenses, les dépenses efficaces. Parce que voilà, on va y arriver à ce coût du capital parce qu'on se retient tous les 2 d'en parler, mais c'est considérable. Maintenant, il y a des coûts chiffrables du capital, c'est-à-dire tout le monde dénonce les dividendes qui sont prélevés sur les entreprises. Considérables, dividendes, et ne pas oublier les charges d'intérêt qui sont prélevées par les banques sur les entreprises. Dividendes plus charges d'intérêt aujourd'hui, c'est 500 milliards prélevés sur les entreprises. 500 milliards, ça ne vous dit rien, ni à toi, ni à moi, ni aux gens qui nous écoutent, peut-être, bon. Il faut les comparer aux 300 à 400 milliards de profits des entreprises chaque année. Et même plus que leur investissement. L'investissement d'entreprise, c'est 400 milliards les bonnes années. C'est considérable, c'est un poison. Alors, ça va, ça circule dans d'autres, et cetera. Et c'est il y a 2 ans, c'était seulement 300 milliards, c'était déjà énorme. C'est-à-dire, il y a plus de 200 milliards en 2 ans. Donc c'est tragédie de fin de cycle, hein. Économie de guerre, tous les trucs sont en train d'y aller avec la folie. Folie rationnelle parce que c'est imposé par des institutions rationnelles avec des critères, machin, des normes et tout, hein. C'est pas de la folie. Il suffit faut pas dire, «On va vous punir si vous ne respectez pas la loi». Non, la loi fait faire ça. Et puis il faut changer la loi. Pas mettre en prison des gens qui respecteraient pas la loi. Ça, c'est du sarkozysme. Il y a des naïvetés à gauche qui croient qu'il faut faire ça, mais non. Donc 500 milliards de coût du capital. Mais il y a d'autres éléments de coût du capital qu'on peut plus difficilement chiffrer. Tous les gâchis d'investissement. D'ailleurs, il y a, on n'en a pas parlé, mais la crise, là, qui frappe à nos portes, c'est des suppressions d'emplois. Hein? Et d'ailleurs, il y a des disparitions d'entreprises
rebond par rapport, pour la France, par rapport à il y a quelques années. On retouche des records des années 2010 en disparition d'entreprise et l'automobile est particulièrement touchée. Toute la filière. Avec les PME, dans 10 jours, je vais aller aux Fonderies de Bretagne où on les a sauvés, mais pour leur faire des obus à la place. C'est pas génial? Ouais. Un peu de fonderie d'automobile et beaucoup d'obus. Bon. Renault Le Mans. On a fait une journée de travail avec 25 syndicalistes de Renault Le Mans. Sur le site, il y a plus de 1000 salariés, la CGT fait 48. On a fait une journée de travail difficile pour les camarades, mais ils ont apprécié et moi j'ai énormément appris, eux. Et ils expliquent, il faut un investissement, une ligne de production, je ne sais plus exactement quoi, l'assemblage, hein, l'assemblage. Lui, il veut diminuer le coût du travail, ils veulent dire le coût du travail direct, hein, le coût du travail vivant, comme disaient les marxistes. Donc, productivité à part de travail, il faut sortir un nombre de bagnoles pour tête de pipe. Les gars, ils disent, des fois, on n'a pas la portière avec la bonne couleur. Tant pis, on met la bonne portière parce que on met la portière quand même si elle n'est pas de la bonne couleur. Des fois, on n'a pas la pièce, machin, bon. Et la voiture, elle part. Et donc, on a sorti un nombre de bagnoles, mais il y a des ratés. Et donc, ils ont investi une autre chaîne de reprise de tous les modèles derrière. Et donc ça, on ne sait pas le chiffrer. Tout ce qu'on peut chiffrer, c'est que quand même à l'arrivée, il y a des ratés, il y a des trucs qui marchent mal, etc. Et les coûts de garantie que paye Renault ensuite sur ces véhicules, c'est 1 milliard. Ils ont doublé, ils sont passés de 500 millions à 1 milliard. Donc, il y a ce genre de coût du capital. Donc voilà, il y a des coûts du capital liés, je montre ma rue, mais on connaît tous ça, aux doubles investissements dans l'infrastructure. SFR, plus Orange, plus Bouygues. On pourrait très bien mutualiser tout ça. Donc, parce que ça indique qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il faut baisser le coût du capital, parce que c'est une gangrène. C'est un truc, c'est un cancer. Je vais continuer sur ce cancer après, mais on peut le baisser pour permettre les dépenses efficaces. Pas le baisser parce qu'on est seulement des obsédés anti-capital. Comme on est des obsédés anti-capital, on voit une vérité que les autres ne voient pas. C'est ça, la société et le pluralisme, ça permet qu'il y ait des gens qui voient des choses que d'autres ne voient pas. Bon, ben, ils peuvent bien prendre des autres cas. Les baisser, mais pour des dépenses d'efficacité nouvelles, c'est-à-dire qualification, emploi de qualité et stage des coûts en capital, partage des infrastructures, partage des recherches, au lieu de doublonner, etc. Donc voilà, ça c'est fondamental. C'est pourquoi? Parce qu'on y ressort de l'efficacité de l'économie pour changer à travers le travail de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les qualifications, les capacités humaines, l'emploi efficace, bien équipé, bien sûr, qui devient décisif. Une priorité, c'était l'emploi formation, bien équipé avec un investissement d'un autre type, et pas d'abord les machines et les femmes et les hommes suivent. Ça, c'est le capitalisme d'arrière-grand-père qui est maintenu dans nos institutions et qui ne marche pas, qui marche insuffisamment. Ça marche un petit peu, mais avec du poison et d'un envenimement, une exaspération terrible. Voilà le fond des choses. Mais c'est un cancer, ce capital et cette finance. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur des entreprises. Et pour ne pas dire on va jeter les entreprises et toutes les entreprises sont mauvaises, c'est pas ça que nous pensons. Et il faut, quand on attaque un cancer, il faut savoir attaquer dans le corps humain, hein, c'est ça, hein, les mauvaises cellules. Donc des fois, on fait une chimio qui est dure, qui fragilise le corps. Donc quand on va taper, il faut taper au bon endroit. Donc c'est ça qu'on fait en bataille, taper sur les coups du capital pour développer des bonnes cellules, les capacités humaines, la créativité, un meilleur travail et finalement, moins de travail et toute une occupation vraiment de la société, pas seulement la vie, des loisirs, l'entertainment, c'est façon un peu méprisante devant les travailleurs, mais aussi se développer soi en se formant, la participation à la vie sociale. On a besoin que les gens, ils participent, à la construction, d'aménagement des villes, la réflexion des enjeux écologiques et technologiques et donc ils ont besoin de se former, de culture et cetera et s'ils l'ont pas fait jeune, il faut qu'ils puissent le faire plus tard. Donc ça va faire progresser toute la société et on est capable de faire ça. Mais ça et le cœur, c'est l'emploi formation et la bataille politique aujourd'hui, c'est il faut embaucher et former. Il suffit pas de dire: «Il faut des services publics et d'industrie», ça tout le monde le dit. Oui, il en faut, mais il y en a pas. Il va embaucher et former et commencer par former même, en mettant des revenus, stables aux gens comme qui sont formés. Voilà. De ce que j'en retiens,
c'est vraiment ce côté, enfin, dans la phase de développement dans laquelle on est, le côté, particulièrement parasitaire du capital. Et ça, alors j'ai un petit exemple comme ça, c'était pendant la campagne présidentielle. Alors c'est une des petites fiertés de la campagne présidentielle chez nous, où en fait on avait fait une action devant Becton Dickinson, qui est une entreprise qui fabrique du matériel médical, en lien avec le syndicat, en mode on permet que les médias viennent vous parler et en fait les copains décrivaient ce que tu disais sur Renault. C'est-à-dire, la boîte préférait embaucher des intérimaires en surnombre. Du coup, la quantité de l'eau qui revenait parce que malfaçon, défaillance et compagnie était phénoménale et du coup ça pétait la rentabilité de la boîte qui elle-même disait: «Bah, ah, c'est la merde, voilà, on va licencier parce qu'on n'est pas rentable». Ils sont rentables, hein, mais parce que, il y avait des résultats en baisse et en fait, finalement, c'est l'intervention des salariés, enfin, du coup, «médiatiquement» entre guillemets, ce côté image, mais ça peut être en général plutôt par les luttes que ça se passe, qui avait permis de corriger ça avec un plan d'embauche. Donc on voit bien ce truc et j'avais pas les chiffres en tête, mais, enfin 500 milliards entre dividendes et intérêts, le fait qu'aujourd'hui le capital pompe sur les forces productives en fait, plus que le profit net quoi. C'est-à-dire qu'on a, Profil brut. là ouais, le profit brut, ouais, du coup donc du coup, là, on a quand même, on a quand même un truc qui est assez parlant, et qu'à contrario, la formation des salariés, et en fait, la force de travail, aujourd'hui, la surexploitation de la force de travail, finalement, réduit son efficacité, et donc impacte toute la machine, quoi. Alors qu'au contraire, ouais, si je suis bien et du coup, bah, c'est le moment pour passer sur, l'aspect un petit peu solution. Tu as un peu esquissé, mais finalement, on voit bien quand on esquisse ce tableau-là qu'on a un sujet, je dirais, peut-être sur le pouvoir. Une question parce qu'il ne suffira pas de leur demander quoi, pour qu'ils fassent. Donc la question de l'entreprise, et de dire, on n'est pas anti-entreprise, mais la question c'est l'entreprise, comment elle devrait fonctionner, grosso modo. Et aussi, je dirais, dans un second temps, mais tout ça est lié, la question du crédit, parce que tu disais qu'un des moyens d'extorsion, du capital, c'était le crédit bancaire avec les intérêts. Et aujourd'hui, comment, en fait, cette question du crédit qui devrait permettre des investissements, logiquement, en fait, comment on reprend la main là-dessus, en contrepoint avec la politique néolibérale que tu as décrit, quoi? Alors oui, juste un joint entre les 2, une petite jonction, une petite charnière pour qu'on comprenne bien, parce que je suis quand même un peu cartésien aussi. Heu, Tout à l'heure, on a parlé hors antenne de ça. Il y a des institutions et il y a une politique qui soutient ça, donc il faut changer ces principes. Parce qu'un mot, une expression plus exactement, politique de l'offre. Ils disent: «Ne touchez pas à la politique de l'offre». L'offre, c'est la production, la demande, c'est une consommation, si vous voulez. La demande s'effondre, hein, malgré la croissance du PIB, on a un recul de la demande de 1,01. Mais la politique de l'offre, elle détruit l'offre, puisqu'on est amené à importer encore plus de produits matériels, hein. La politique de l'offre, je te l'ai dit tout à l'heure, on a un excédent, on a un déficit commercial considérable, ça je l'ai dit, et on le compense par les rapatriements de dividendes, de paiements de brevets sur, l'Afrique, l'Asie, et cetera, qui on repaye nos investisseurs américains ensuite derrière, hein, et cetera, et cetera. Les fonds de pension et les fonds d'investissement. Donc, c'est pas une politique de l'offre, c'est un cachet, un faux nez de politique du profit. Donc il faut une politique vraiment en faveur de l'offre, mais de l'offre vue de façon moderne, comme tu l'as dit. Tu as dit. Et alors nous nous opposons à la rentabilité, l'efficacité. La rentabilité, c'est combien de profit je sors d'un investissement. L'efficacité, c'est toute la valeur ajoutée créée, toutes les richesses créées qui sont dans l'investissement. Et donc, il faut pousser cette efficacité du capital, qui est une sorte d'économie de capital par rapport à toute la richesse créée. Capital, y compris matière. Il y a déjà une petite dimension écologique. Et nous voulons, plutôt que de développer le profit, la valeur ajoutée, la partie qui est disponible pour les femmes, les hommes, les habitants et leur développement. Parce que c'est ça aujourd'hui la clé. En fait, on est en train d'être dans un nouveau monde qui pousse et le réprime, ils le répriment politiquement, ils le répriment quand leur politique dite de l'offre qui dit qu'il faut faire les profits avant tout. Donc ça pousse un peu, mais de façon très réprimée. Et puis les institutions, c'est-à-dire les biens, par exemple, qui donnent des critères, tous les business plans qu'on impose aux gens, et cetera. Bon, aujourd'hui, c'est à ça. Il faut arroser large parce qu'il y en a qui est très bien réussi et ça va permettre de faire l'ensemble. Plutôt que de arroser fin
et de chercher beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur la dimension, finances publiques et État, j'espère et je pense, hein. Mais on va s'enfoncer dans les entreprises. Heu, non parce que, comment dire? Cette tragédie de fin de cycle, elle a un petit écho avec ce qui se passait 30 ans avant la Révolution française, quand Necker, Turgot, ils faisaient des réformes, ça marchait pas et cetera. Et d'ailleurs en 1788, ça commence pas que chez vous, Visy, pour la droite et pour les la révolte mobilière. Mais heu on n'arrive pas parce on fait des réformes, mais dans le même sens. Et c'est la même chose pour les entreprises. Ils font des réformes, mais dans le même sens. C'est-à-dire, consolident les pouvoirs du capital, précarisent les travailleurs, toutes les lois de travail, et cetera, font ça, jusqu'à être incités, ils prennent des APMR, alors qu'on sait que ça va être inefficace. Ça peut faire un peu plus de profit à court terme, mais en fait, c'est inefficace. Et qu'est-ce qu'ils font même entre eux? Ils reportent les difficultés sur certains secteurs du capital. Par exemple, pour qu'on comprenne encore, excuse-moi d'être tourné encore sur la postille arrière, mais pour qu'on comprenne encore, heu heu, à quoi sert l'État? Et ben, à être un peu moins rentable. Lui, il va être dans Renault, il va garantir, mais il va toucher un peu moins de dividendes. Il y a plein d'astuces, toucher un peu moins de dividendes. Il va dire: «Je bénéficie pas des rachats d'actions» et cetera. Bon, ça, c'est l'État. Et puis les vrais capitaux privés bien le cœur qui sont dedans, eux, ils vont avoir un peu plus. Et puis les tout petits aussi, il y a pas que l'État, il y a les tout petits qu'on écrase. Et donc, finalement, on peut voir, c'est ce qu'on a vu sur Renault, une baisse de leur rentabilité globale, mais une augmentation du profit pour action pour les plus gros actionnaires. Ben oui, ça s'appelle, dans notre théorie, la dévalorisation du capital. C'est-à-dire une partie de capital mais pas mise en valeur au taux attendu normal. Donc il y a des dévalorisations conjoncturelles, privées, qu'on reporte sur les petits, sur l'État, et cetera. Et voilà. Donc il s'en sort. Moi, c'est pour ça qu'il y a cette contradiction. Mais c'est pas rentable et vous le faites. Oui, mais il y en a quelques-uns qui tirent la épingle du jeu, en écrasant les autres. Donc il faut promouvoir une autre logique. Et donc, ça effectivement, cette autre logique, comment dire? Il faut avoir ce c'est parce qu'on peut le reprocher aux communistes de voir toujours la cohérence et donc il faut tout changer d'un coup. Donc je vais essayer d'articuler les 2 choses. Comment faire immédiatement et quand même une cohérence? C'est-à-dire, il faut voir la cohérence, comme tu l'as dit. On change pas l'utilisation de l'argent sans changer, les pouvoirs dessus, quand même. On voit bien que c'est d'abord, on voit bien que c'est le monopole sur l'utilisation de l'argent qui pose problème, parce que c'est un monopole pour l'utiliser dans un seul sens. Développer le capital, la finance, et cetera. Donc et or, l'argent, la façon dont on va l'utiliser va permettre de se développer ou pas. Et donc va permettre de s'en sortir ou parce qu'on en a beaucoup d'argent. Pas c'est pas on n'est pas une famille pauvre. C'est pas vrai, c'est pas comme un ménage, une entreprise ou un État. On a des moyens, comment on les utilise et on a un potentiel. Comment on l'utilise pour développer le potentiel de façon efficace, socialement et écologiquement à la fois. C'est ça l'enjeu. Donc il faut changer, il faut se donner un autre objectif que le profit pour avoir des moyens, d'argent et des pouvoirs. Donc cette cohérence objectif, moyen, pouvoir est très importante. Les objectifs, c'est la pointe, les moyens, c'est la base et les pouvoirs, c'est la main qu'on a dessus, hein. Et ce qui oriente la flèche qui oriente tout ça, c'est des critères en quelque sorte. Utilisation. Donc, le gouvernement public, d'abord, on peut commencer à changer les critères d'utilisation de l'argent public. C'était un élément important. Nous avions réussi à faire mettre dans le programme du nouveau fonds populaire, sans préciser exactement quels critères. C'est ouvert, c'est bataille, c'est dynamique, et cetera. Et nous devrions, à gauche, mener ce débat de comment on fait, quels critères, y compris en s'inspirant de ce qui est porté dans les luttes, comme chez vous en ce moment avant Forex ou des autres. Les gens ils disent: «Bah, le critère, c'est est-ce que ça permet, d'importer moins de matières premières, de polluer moins les sous-sols?» parce que ça va coûter 1 000 000 éventuellement de dépollution des sols dans la Drôme, la mine qui peut être utilisée avant Forex. Est-ce que ça développe l'emploi et des richesses autour et cetera? Donc est-ce que ça développe un système, un écosystème, entreprise et donc mmh. Mais l'élément de changer les critères des aides publiques était dans les mesures du nouveau fonds populaire et il doit figurer dans le programme de gauche. Et pas seulement, mettre des critères. Changer les critères pour que ce soit des critères de développement, et donc on pourrait reconvertir une partie des aides. On va le faire progressivement. C'est vrai que si on 200 000 000 d'un coup, ça va être difficile. C'est-à-dire que si on prend l'image du cancer,
on peut éventuellement soigner le malade et en tuer certains sans s'en rendre compte, sans le vouloir, hein. Les médecins, ça leur arrive en plus même. Ils font quand même une chimiothérapie, mais essayer de l'adapter. Donc changer le critère de Z. Changer aussi l'utilisation de l'argent public pour les services publics, on va le dire dans un instant, mais les critères, c'est-à-dire développement de l'emploi. Non pas en prenant l'emploi à la place des patrons, mais en poussant le développement de l'emploi. Je vais y venir parce qu'il faut l'articuler au crédit bancaire pour bien le comprendre. Tu as parlé du crédit bancaire, c'est fondamental le crédit bancaire. C'est fondamental. On peut le voir pour une première raison, c'est qu'aujourd'hui, pour les entreprises, il y a quand même une dimension de parasitaire, mais indispensable. Pas mal de penseurs qui se nourrissent, hein, mais indispensable. Ouais, indispensable. On gauche, on met avec les petites jambes, donc on pense que quand on est endetté, c'est pas beau. Donc quand on va à la banque, c'est pas bien pour emprunter. On peut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut pas le voir comme une dette, mais comme une avance. Une avance pour se développer. Avant de produire, j'ai pas produit. Mais avant de produire, j'ai besoin de me développer. Il fait même de me former aujourd'hui, c'est peut-être plus important que les machines et d'acheter des machines. Donc il faut des avances. Bah, 2 solutions pour les avances. Une épargne parce qu'il y a quelqu'un de très riche, un capitaliste, bah, mais aussi, ou bien les banques, qui sont une socialisation des avances, qui sont quelque chose finalement, la société s'organise pour qu'on fasse confiance à ces avances et qu'on va rembourser pour de la production, pour de l'activité. Il faut la question, c'est pas on fait pas d'avance, c'est est-ce qu'on en fait trop ou trop peu? Pas assez est-ce qu'on les fait dans la bonne direction ou est-ce que ça va être malsain? C'est comme la marche finalement. Je marche, je compense par un autre pas pour pas tomber. Je fais des avances, je compense par la production. Bon, parce que je peux tomber en marchant, puis je peux me lever le matin. Parce que ma jambe peut être faible, voilà. C'est un peu la même chose pour le crédit. Donc la question du crédit bancaire, elle est centrale parce qu'il faut des avances pour se développer. Et d'ailleurs, même quand les salariés, font des coopératives comme, 1336, à Marseille, la question est c'est les banques. Parce qu'il faut pour se développer et pour vivre et même pour fluidifier, parce qu'il y a toujours des moments où ça se bloque à un moment. Faut pas que ça se bloque trop longtemps parce que ça fait une métastrelle. Mais voilà, il faut tout ça, c'est ça, la vie d'aujourd'hui et c'est normal. Rabelais, qui déjà il sentait c'était le début de légitimation du capitalisme au XVIe siècle. Rabelais, il dit: «Mais la dette, c'est pas en vie». Il y a tout un beau texte qu'il a fait. Il dit, «Mes poumons sont en dette à mon cœur, qui est en dette à mon estomac, qui sont en dette à à mon boyau cuvier», comme il dit. Bon, parce que c'est Rabelais, il faut bien un peu que le boiserie vive là et c'est vrai, dans un corps, tout circule, tout est en dette. Le problème, c'est quand ça circule pas et que ça s'accumule à un endroit et on revient. Donc les banques, aujourd'hui, elles disent: «Je te prête si tu fais du 10 par exemple, et si tu fais du 10 en exploitant des capitaux, en délocalisant, je m'en fous, ça fait du 10 pour moi, banque, ça va être bon. En fait, c'est pas tout à fait bon, mais ça me fait du profit. Même pour elle, parce que ça fragilise le territoire où elle est, mais ça lui fait du profit. Ou bien, si tu fais 10 tu subventionnes en disant: «Fais, ça fait du 10 c'est bon». Il faut donc changer ces critères-là et donc l'argent public peut venir pour bonifier les intérêts en disant: «Tu as baissé le coût du capital si tu développes l'emploi». On va te faire des traits pour te développer à 0 et le public va prendre en charge cet intérêt de 0 si tu développes, une production écologique et si tu développes l'emploi. Donc il faut mettre chaque fois des critères qui sont emploi, écologie, emploi, écologie, emploi, écologie, ou emploi, bonne richesse, bonne valeur ajoutée, ça revient au même. On voit bien, on met qu'aujourd'hui, c'est pas 10 c'est 4 à 5 les taux d'intérêt d'une banque. Eh ben, on peut mettre 5 d'un investissement qui fait 100 avec 5, j'actionne son investissement. Donc, tu peux faire orientation. Les aides publiques pour la bonification d'intérêts pour permettre de se développer. Et donc, c'est tout. On rentre dans une toute autre relation prolétaire et les entreprises. Est-ce que vous vous développez? Est-ce que vous vous développez bien? Dans quel sens? Etc. Et tout un appui possible aux entreprises. Tout autrement, ce qui était vu avant. Donc ça, c'est fondamental. Fondamental. Alors, on l'a fait. C'est pas complètement nouveau. Et nouveau, c'est les critères. Après-guerre en 1945, d'abord on nationalise les banques. Oui, et elles étaient 4 puis 3 parce qu'il y a eu une fusion. On les nationalise et elles ont plus le développement. Mais on crée en plus un truc qui existe toujours, qui s'appelle l'OFDES, Fonds de développement économique et social,
qui prenaient en charge la bonification des intérêts. Mais on bonifiait si tu faisais du béton, enfin si tu bétonnais la France, tu reconstruisais, mais c'était beaucoup du béton. Si tu faisais de l'export ou si tu achetais des machines. Équipement, export et béton. Aujourd'hui, il faut de tout autres critères. Et du coup, un suivi avec les salariés qui peuvent savoir ce qui est fait, ce qui est bien fait. Une toute autre démocratie. Et c'est justifié parce que c'est notre argent. Non seulement l'argent public, c'est notre argent, mais même l'argent des banques, c'est l'argent de tout le monde qui est utilisé dans des banques. C'est plus l'argent du père Morio, d'un gros riche. On sait le faire, mais il faut des critères. Et donc, les banques peuvent le faire. Le pôle public bancaire peut le commencer tout de suite. Pourquoi le pôle public? Parce qu'il n'a pas d'actionnaire à rémunérer. L'État, il préfère qu'il y ait de l'emploi et de la valeur ajoutée plutôt que toucher des profits là-dessus. Et il faut nationaliser les autres banques pour qu'elles fassent des choses. Même si on pourrait bonifier, mais elles vont prendre en plus le profit des actionnaires. Ça va être de la folie. Et puis, la Banque centrale européenne pourrait impulser un autre crédit. La Banque centrale européenne, c'est la banque des banques. Quand elles ont une difficulté, elles se tournent les banques vers la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne dit, je veux bien te filer du liquide, de la fraîche, de l'argent banque centrale, il va dire de la monnaie centrale. Hein, c'est des jeux d'écriture sur les comptes des banques. C'est pas de la planche à billets. Hein. C'est du jeu d'écriture. Et actuellement, quand la Banque centrale refinance une banque, elle dit, je te refinance, mais donne-moi une garantie. Et l'autre dit, je te donne mon papier, un titre. C'est le crédit que j'ai fait à l'entreprise du Schmoll, tu verras, c'est super. Ça fait 15%, ça exporte à Singapour, plus un peu de spéculation, c'est génial. Eh ben non. Elle doit mettre comme critère, je refinance si ça fait de l'emploi et de l'écologie. Je refinance à 0%. Donc la banque, elle a intérêt. Parce que la Banque centrale, c'est une institution publique, et donc elle doit donner le là et dire aux banques, vous avez intérêt à développer l'emploi et l'écologie. Par contre, si c'est de la spéculation, de la délocalisation, je te cogne, je te refinance à 15-20%. En fait, c'est une question de dire que c'est interdit. Mais de façon un peu plus fine que interdire, autoriser. Et cela, la Banque centrale européenne pourrait le faire. Et même dans une bataille politique, je vois qu'il est intéressé, et peut-être d'autres seront intéressés, la gauche pourrait mener la bataille politique à partir d'un élément qui autorise. La Banque centrale européenne a ses clés entre guillemets dans chaque pays. La Banque de France fait des déclinaisons de la Banque centrale européenne aujourd'hui. En fait, on va pas développer. Mais elle autorise la France à choisir elle-même qu'elle sélectionne comme titre à présenter au refinancement à la Banque centrale. Elle pourra toujours refuser. Mais ce sera une bataille politique en disant, voilà, nous voulons refinancer ça. C'est-à-dire qu'on emmènerait la société non pas sur un truc pour contre l'Europe, pour tout casser, etc. On va casser dans la logique, mais sans tuer le malade. C'est comme ce que je disais sur le cancer tout à l'heure. Mais une bataille sur, je refinance ça parce que ça, c'est absolument utile pour telle vallée, pour tel pays, tel machin, etc. Tu vas refinancer à 0% le développement d'esprit conducteur, moins consommateur en eau, plus efficace, etc. Ou moins consommateur en énergie. Et ça, on va le refinancer à 0%. Et donc, la banque là est politique. Et du coup, il dit aux OP, faites-le aussi, vous, que ce soit des critères que vous pouvez partager. Donc, on peut rentrer dans une grande bataille. Donc, l'argent public, les crédits bancaires, les banques centrales européennes, et tu vas me dire, mais les profits de l'entreprise, on les touche comment? Si. On les touche de deux façons. D'abord, en agissant sur le crédit, on y touche. Eh oui, puisque le remboursement du crédit, c'est profit. Donc, on lui dit, si tu te développes, on financera pas cher et tu pourras te développer. Et donc, on l'oblige à utiliser ses profits d'une autre façon pour ce développement, pour ses bons investissements et pour la spéculation. Donc, elle utilise ses profits autrement. Elle utilise ses profits autrement et ça va mieux rembourser. Donc, on joue à la fois sur l'entreprise qui utilise autrement et on oblige la banque à faire autrement. Comme le levier, c'est pour ça on fait levier sur le crédit avec l'argent bancaire. On fait à la place des banques, on fait levier pendant la bonifie. Nos anciens, moi je suis né dans la banlieue rouge, j'habite toujours dans une banlieue rouge, ils apprenaient pour la résistance l'utilisation des armes des adversaires. Et ils apprenaient à monter des un fusil, il faut qu'on apprenne à démonter un pied, comprendre ce que c'est. C'est ça, on contre-attaque. Donc nous, c'est pas des armes qui tuent, c'est quelque chose qui peut développer. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser et de comprendre les armes des autres et les outils des autres pour se développer. Donc, les profits des entreprises, on les touche parce qu'ils remboursent et on les touche aussi puisqu'il faut changer la fiscalité. Si la fiscalité, elle peut aussi donner ce ton.
Bien sûr, il faut une fiscalité sur les riches, mais où on va taxer surtout les riches qui touchent de l'argent qui dort, qui touchent de la finance. Si tu t'enrichis pour ton salaire, tu vas payer normalement. On n'est pas pour, la pauvreté pour tout le monde. On est pour la moyenne aisance, on est pour le développement. Donc si tu gagnes un salaire, tu contribues comme tout le monde. Mais alors si tu touches dans la finance, ton argent qui dort, alors là, tu prends dans le film. Donc voilà. Mais il y a la fiscalité sur les entreprises et là, c'est important. Elle peut porter un critère aussi. L'impôt sur les entreprises, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le bénéfice, il peut avoir un taux modulé plus élevé si, si l'entreprise a démoli l'emploi, le taux, plus élevé si l'entreprise a démoli l'emploi, le taux moins élevé si l'entreprise s'est développée. Donc on peut porter tout ça. Donc une gauche qui porterait une bataille où on développe des dépenses tout de suite, mais en même temps, en développant ces dépenses d'une façon nouvelle, on change là et on fait des réformes de structure. Parce qu'il faut financer autrement, pour suivre l'utilisation de cet argent, donc des comités d'entreprise qui sont informés de ce qui se passe, peut-être même des concertations pour des investissements nouveaux. Et puis le lien avec les luttes, il est là parce que les luttes posent ces questions-là. L'entreprise Vaporex qui est chez vous, qui faisait différents éléments chimiques, mais par exemple qui permettent de faire le zirconium pour envelopper le combustible qu'on met dans les centrales nucléaires, qui permet de faire des fluides qu'on met dans tous les gros transformateurs du réseau électrique. Euh, euh, Comment dire, les travailleurs avaient des projets d'investissement nouveaux. C'était 120-150 millions d'investissements. Et donc, ça peut se discuter avec les banques, avec les pétroliers. Parce que les patrons, c'est pas exactement le capital. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc, on va le dire, tu vas gérer, mais sur ces critères-là. Et on va entrer dans une société, euh, comment dire, où il y aura différents types de projets et on les mettra en œuvre sur d'autres critères. Donc, c'est ça, ces batailles-là qu'on peut mener qui permettent de commencer aujourd'hui et de voir par la suite si les gauches arrivent au pouvoir et lorsque la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'elle systématise ça en mobilisant des nouvelles institutions de financement, des institutions de planification nouvelles qui effectivement permettent d'élaborer les besoins, de connaître la situation, partir des besoins et d'élaborer des projets, ce qu'il faut faire, des engagements, etc., de façon démocratique depuis le terrain jusqu'au national et avec des allers-retours, mais surtout, pas seulement pour de la parlotte, mais avec des moyens financiers où on peut orienter, donc inciter ou pénaliser, quoi. Voilà. Alors, tu m'as rien dit sur l'État, mais peut-être que tu veux, parce qu'on a parlé beaucoup des services publics. Oui, bah, du coup, on va y venir. Moi, ce que je trouve intéressant là dans ce développement, c'est qu'en fait, on est bien enfin, on voit il y a une issue avec le contrôle des banques, le contrôle de l'argent public, et la démocratie en entreprise. Ça, tu pourras peut-être un peu y revenir aussi, plus en détail sur le pouvoir dans l'entreprise, parce que tu as le pouvoir par l'extérieur, par le biais des critères de financement qui, du coup, est pas rien, clairement. Mais du coup, il y a aussi la question du pouvoir dans la boîte. En fait, on esquisse, mais de manière très sérieuse, en fait, la perspective d'une réorientation économique qui tord le cou à l'idée que la seule alternative au capitalisme néolibéral, c'est la planification centralisée où on abolit, jusqu'au marché quelque part. Heu et en même temps, c'est-à-dire que là, on a un chemin où finalement on peut, bah, on va dire les bons côtés du marché, parce qu'il y en a sur le côté innovation, ainsi de suite. Bah, en fait, on arrive à les remettre au service, du bien commun, avec une maîtrise en fait, démocratique, Heu, je dirais par en haut, mais c'est peut-être pas, le bon terme, mais du coup, on réorienterait toute l'économie, et en même temps avec l'émergence de nouvelles formes de propriété puisque si tu l'as rappelé, mais si les critères de financement sont différents, le secteur des scopes, notamment, y compris de production, ainsi de suite, en fait, il se développerait bien différemment. Là, nous, dans le coin, on a Thales, le projet Trixel, à Moirans où, bah, l'un des gros sujets, même s'il y a des industriels qui sont qui sont intéressés, bah, on voit à la fois le côté inventivité des salariés, mais aussi la difficulté à trouver des financements via les banques, qui sont en mode: «Ouh là, c'est pas de l'actionnariat privé, à société anonyme, nous on va peut-être pas y aller, quoi».
Donc on voit l'importance de ça. Peut-être dire un petit mot sur la question des pouvoirs dans l'entreprise et après effectivement enchaîner sur, la question des services publics, du coup, aussi. Oui, oui, là, je suis d'accord avec, ce que tu dis, c'est-à-dire, prendre le contrôle des banques, et cetera, pour qu'elles fonctionnent sur d'autres critères. C'est très important, les autres critères. Parce que les autres critères, c'est pas seulement une direction, c'est la dimension efficacité. C'est-à-dire on va pas gâcher non plus, hein, et parce que les expériences, on tout ça tient compte aussi des expériences et des échecs des luttes, y compris la grande lutte, soviétique de 1917 et cetera, bien sûr, où ils cherchaient aussi les critères. Ou les questions qui sont posées aux Chinois. Moi, quand je vais en Chine, on discute, hein. Je dis: «Oui, la question qui est posée, parce que vous êtes touche-touche avec les États-Unis, heu, mais c'est d'inventer votre voie avec de la démocratie, mais d'autres critères aussi». Je le dis de façon, claire et relativement diplomatique. Ils disent: «Oui, effectivement, ils ont le preneur de l'expérience». Je dis: «Nous, on est petits, mais on a aussi une expérience». Ils disent: «Oh, vous connaissez le capitalisme mieux que nous». D'ailleurs, les Chinois, tu connais l'histoire de Deng Xiaoping, je sais pas là, Deng Xiaoping, celui qui a fait le tournant, il est venu étudier le capitalisme en France, en allant travailler à Renault-Billancourt. Oui, dans les années 20, il est à Marseille, Renault-Billancourt, puis après ils sont installés à Montargis, tout le groupe de Montargis. C'est très intéressant. Donc, cette question d'autres critères, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est pas seulement démocratie, parce qu'on voit que la démocratie, elle peut être, illibérale ou elle peut voter pour des solutions, terribles, ou le patron peut dire, par la démocratie, imposer des solutions qui vont à lui, mais c'est d'autres critères. Donc ça, c'est important et donc, dans un encadrement du marché qui est différent. Un marché qui permet des comparaisons, mais pas un marché qui permet de jeter les gens. Pas un marché qui valorise à tout prix, la valeur, mais les usages, je crois. Et donc la démocratie sur l'entreprise et dans l'entreprise, il faut les 2. Tu as pleinement raison. Donc sur l'entreprise, on l'a dit, c'est, tout ce qui est lié à la planification, un autre type de planification, disons, et une autre relation entre l'État et celui, et l'État et les entreprises. Mais les salariés, ils doivent pouvoir participer tout autrement aux décisions de production, d'investissement. C'est ça qui est le cœur. C'est pas seulement l'organisation du travail, parce qu'en réalité, l'investissement organise le travail. Donc c'est l'organisation profonde du travail, jusqu'à la mise en œuvre après de l'investissement. Mais tel ou tel investissement de telle ou telle façon, c'est très profond sur l'organisation du travail et même l'organisation de telle ou telle recherche. Les patrons le savent un peu que les salariés ont beaucoup de savoir. Il y a dans les grosses boîtes, il y a pas un seul patron, c'est plusieurs centaines de cadres. Et moi, j'ai la conviction que s'ils ont gardé un peu les CSE, des structures où ils épuisent un peu les syndicalistes, pour la concertation, c'est aussi pour prendre le pouls, des questions sociales, mais aussi parce que les salariés savent des choses. Et donc, il faut au contraire utiliser largement ce savoir. C'est comme quand on est passé de la monarchie à une république bourgeoise. On est passé d'un roi et de quelques dirigeants à 10 000 patrons, 30 000, 100 000 patrons. Bon, c'est pas tout le peuple, mais ils savent beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, tout le peuple sait beaucoup de choses. Parce qu'en plus, avec la révolution informationnelle, on a beaucoup remplacé les femmes et les hommes par des machines. Donc, ce qui peut se répliquer dans la machine, et des personnes les font ce qui se réplique pas. Donc, elles sont souvent seules à savoir ce qu'elles font. Même sur des boulots, bon, dans l'industrie, de haute volée comme l'aéronautique, Alstom, General Electric, le semi-conducteur, tout ça, ça c'est sûr. Mais même dans l'automobile, il y a beaucoup de savoir dans les travailleurs qu'on ne peut pas remplacer. Donc ils savent des choses. Donc, il faut donc des concertations sur les investissements et les comités d'entreprise profondément rénovés doivent avoir des pouvoirs de contre-propositions alternatives aux propositions des patrons. En fait, une proposition du capital. Il ne s'agit pas seulement, là, on pourrait dire, ouais, là, il y a l'entreprise, pardon, j'essaie de faire, voilà, elle est là, l'entreprise, et le conseil d'administration, il a des pouvoirs sur l'entreprise, hein, je sais pas si vous voulez. Et il ne s'agit pas d'entrer là-dedans avec les mêmes coûts, des pouvoirs qui vont un peu minorer les pouvoirs des conseils d'administration, mais sur toujours la même logique qui est faire du pognon. Il faut autre chose qui pèse de l'autre côté pour dire non, c'est les territoires et les gens. Et l'État qui est au milieu, il peut choisir son camp. Est-ce qu'il va appuyer les conseils d'administration qui est est-ce qu'il va appuyer les chroniques?
C'est ça. Et donc, les comités d'entreprise, ils doivent avoir un droit de contre-proposition. Quand il y a un projet qui leur va pas, faire des propositions alternatives, donc la réunion, et avoir un droit de tirage sur les crédits bancaires à l'appui de leurs propositions. Et il faut organiser une régulation avec des institutions où on va débattre, on va choisir le projet. Oui, c'est ça une nouvelle démocratie. Ça prend du temps, mais quand ça, et chaque fois que le projet sera mis en œuvre, il sera une prod, mais quand il sera mis en œuvre, il marchera drôlement bien. Et c'est pas du tout complètement utopique. En 2000, il n'y a pas si longtemps, en France, quand il y a eu d'énormes manifs suite à la suppression de Ris-Orangis, puis Danone à Calais, nous avions gagné quelque chose comme ça. Oui, mais à l'époque, notre camp était vraiment la tête sous l'eau, c'est-à-dire euh, et le responsable du PCF, Robert Rue, sous pression des gauchistes, a dit c'est pas bien. J'ose pas m'en vouloir plein parce qu'il est un peu droitier, mais il a été obligé de le parce qu'il était content des plats. Même Bernard Thibault dit oh les comités d'entreprise ça sert à rien. Bon Bernard maintenant il va mieux, on va dire. Et la droite, le petit n'en voulait pas du tout. Donc, on avait obtenu, effectivement, un droit de contre-proposition avec un médiateur, donc c'était un peu techno qui choisissait. Il n'y avait pas la pure réglementaire, mais il y avait contre-proposition pour toute autre solution que les solutions qui baissent le coût du travail ou l'emploi. C'était ça qui était écrit dans la loi. La loi de modernisation sociale, on avait gagné ça. Et on n'avait pas le crédit bancaire, mais potentiellement, on pouvait être amené à le mobiliser. Et on avait du coup des espaces de débat pour évaluer les projets avec ce droit de contre-proposition. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chacun sache. Donc, il y a des contre-propositions, c'est que les travailleurs vont au-delà de la loi. La loi n'autorise les travailleurs. Donc, il y a un projet d'investissement, on vient dire, quand c'est un projet avec des licenciements ou des suppressions d'emplois, à parler des contreparties sociales d'accompagnement pour que ce ne soit pas trop méchant. C'est ça, normalement, la loi. Là, je simplifie. Un juriste dirait plus précisément. Moi, il faut un droit de contre-proposition avec un droit de saisine, d'appel au crédit bancaire, et réguler tout ça dans des nouvelles institutions économiques et sociales. C'est le débat, du coup, citoyen, parce que ça concerne les travailleurs, et il y a plein de choses. Ça concerne aussi les gens qui habitent autour. Et bien, des droits de suivi jusqu'à l'organisation du travail et de mise en œuvre. Et avec même, on débureaucratiserait. Au lieu que ce soit toujours l'État qui vienne voir, on pourra avoir le comité d'entreprise qui interpelle, qui saisit l'administration fiscale ou qui saisit la sécurité sociale en disant non, là, c'est bidon, là, il y a pas, c'est pas vrai. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Ils n'ont pas utilisé le crédit comme il faut. Ils ont pas, ils ont détourné une aide publique, etc. On pourrait avoir une saisine comme ça. Au CESU, Conseil économique social, on a mis ça dans un des avis sur l'évasion fiscale et les multinationales. Donc, voilà, la question de pouvoir sur l'investissement, elle est fondamentale. Et des savoirs. Mais au-delà d'investissement, même les directions, les orientations des recherches dans la technologie. Les technologies, c'est fondamental. Donc voilà, des pouvoirs, ça veut dire pouvoir, ça veut dire concertation, pouvoir se rencontrer entre travailleurs. Et donc que le monopole de la synthèse ne soit pas au patron. Concertation, contre-proposition, appel au crédit. Donc c'est une toute nouvelle société, mais qu'on peut pas à pas commencer à mettre en œuvre dans les batailles, dans les alternatives. C'est ce qui est porté. Et il y a plein de gens, aussi bien dans les cadres des entreprises que dans les banques, que dans les territoires, dans les collectivités, qui pourraient appuyer ça et on aurait une société tournée tout autrement. Ça veut dire, bien sûr, libérer du temps. Eh oui, mais je pense qu'on ne voit pas assez le besoin pour l'efficacité des entreprises de services publics très développés. L'éducation, la formation, de toute façon, l'éducation, formation continue, éducation secondaire, universitaire, supérieure, formation professionnelle, recherche, santé, écologie, les services publics d'écologie qui valident les process, par exemple. Tout ça, il faut énormément de services. Ça, c'est très important. Et on nous dit la dette, la dette, la dette, la dette. Alors là, je reviens. Hein. On est vraiment comme sous Louis XVI. Hein, avant la Révolution française, on disait ah, on ne peut pas dépenser plus, mais on avait les dépenses parasitaires énormes, d'énormes. Comme aujourd'hui, on a le coût du capital énorme, qui pèse, qui prélève, et en plus, une orientation des dépenses qui est plus bonne, qui n'est pas faite pour développer le pays aujourd'hui.
Et puis on a vu qu'en transformant les structures, en nombrant ces dépenses parasitaires et en orientant autrement les dépenses, on arrive à prélever beaucoup plus, mais parce qu'il pas beaucoup plus, donc en proportion, c'est quasiment. Et donc, c'est ça la question aujourd'hui. On a une vision malthusienne. Il faut diminuer les dépenses. C'est de la folie. C'est comme si, pour les dépenses publiques, est-ce qu'il faut d'éducation, de la recherche, de la santé? C'est comme si on disait, je suis un athlète, pour peser moins lourd, je vais me couper un bras, je pèserai moins lourd. Tu parles, non seulement tu es déséquilibré, mais le sang coule et ça ne va pas. Eh bien, c'est ce qui se passe. On diminue les dépenses et on va avoir la récession. C'est de la folie. Et c'est de la folie. Il l'a fait dans les années 30, 1930. En Allemagne et en France, on a fait une baisse des dépenses publiques de 10%. En 1931, un homme de Grüning, Grüning a fait ça en Allemagne et il a dû, pour l'imposer, dissoudre le Parlement. Et ça a fait amener au Parlement la majorité nationale-socialiste. C'est-à-dire les nazis. National-socialistes, c'est nazis. Et voilà. Et France, il y a un homme qui l'a fait. Il était socialiste indépendant, maire d'Aubervilliers. Je dis plus son nom tout de suite parce que sinon, on ne va pas entendre bien ce que je dis. Et il a fait une déflation de 10% des dépenses publiques. Ça a épuisé le pays, mais il y avait une gauche plus forte et donc ça a amené le Front populaire. Il fait ça en 1935, Front populaire en 1936. C'était Pierre Laval. Et on sait bien, après 42, 43, 44, on commence à réfléchir sur dépenser plus. Et une 44, on lance des dépenses. On fait la sécurité sociale avec déficitaire. Et pourtant, on lance parce qu'on sait que ça va permettre de développer le pays et on rattrape ensuite. Donc, c'est ça le grand enjeu pour les dépenses publiques aujourd'hui. Il faut lancer les dépenses. Alors, tu me diras, lancer les dépenses comment? On est endetté. Oui, mais on est endetté sur les marchés financiers parce qu'on va quémander aux capitalistes de nous prêter de l'argent. On peut avoir la Banque centrale européenne qui avance de l'argent. C'est même autorisé par les traités. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est les capitalistes, ils nous font payer très cher l'argent qu'on a. Donc, ils nous font payer, on paye aujourd'hui avec c'est un mix d'emprunts récents et un peu plus anciens à des taux plus bas. On paye 50 milliards à peu près de charges d'intérêt par an, l'État. Le coût du capital pour l'État, c'est 50 milliards. C'est-à-dire autant que l'éducation primaire plus secondaire. Donc, les banques, c'est un deuxième budget d'éducation, rien que pour les banques. En intérêt, ou en remboursement du principal. Alors, on est endetté, certes, mais le problème, c'est pas. Parce que gymnase, on a des piscines, on a d'éducation. Donc, c'est des bonnes choses. Et en plus, on pompe l'État au moyen de la dette et on sert c'est les marchés financiers qui prêtent à les plaindre. C'est qui? C'est Crédit Lyonnais Asset Management, BlackRock, c'est tous ces trucs-là. Donc la Banque centrale européenne pourrait traiter et pourrait créer un fonds européen pour les services publics. Les traités l'autorisent. Il serait intercalé entre la Banque centrale européenne et les États. Il recevrait de l'argent de la Banque centrale européenne. Il pourrait prêter aux États à 0%. C'est autorisé par les traités. Et tu peux mener une bataille près des autres pays pour dire où sont dans ce sens-là. Et dès maintenant, le point public bancaire français pourrait faire ça. On créerait une sorte de véhicule de financement financé à 0%. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils viennent de créer un véhicule de financement à 500 milliards, mais surtout pour les dépenses militaires, probablement. Et on pourrait le faire nous aussi, et même on pourrait mettre en réseau nos banques publiques entre les Italiens, les Espagnols, les Français, les Allemands, mais les Hongrois aussi, les Tchèques, etc. Voilà. Mais orienté pour les services publics, et donc en particulier, d'abord, formation et embauche dans les services publics. Par exemple, des pré-recrutements dans la santé, des pré-recrutements de chercheurs, des pré-recrutements dans l'éducation aussi, des pré-recrutements de soignants. Ça veut dire quoi? Des jeunes en formation, ils ont, moyennant un concours, mais il y aurait beaucoup de places, 100 000 qu'on mettrait tout de suite, par exemple, pour l'éducation, pour la santé, 30 000 pour l'éducation, 10 000 la première année. Le nouveau Front populaire, il donne ces chiffres, 100 000 et 10 000. Et les jeunes, j'irai chez le concours, il y aurait un engagement, parce qu'ils travaillent dans les services publics derrière, ils auraient un emploi qui serait assuré pour une dizaine d'années, par exemple, un engagement salarié pendant 10 ans. Et pendant leur formation, ils toucheraient une rémunération. Donc en plus, ça permettrait, eux qui vivent mieux,
et ça permettrait de développer le pays parce qu'il paierait aussi les cotisations sociales, et cetera. Donc, et il faut tirer dans ce sens. C'est fondamental et on peut commencer à changer des choses dès à présent, y compris le système de prélèvement sur les entreprises ou les cotisations sociales des entreprises pour aller dans ce sens. Voilà, ça fait beaucoup de choses. J'espère que, on n'est pas trop dans C'est bien parce que ça alors évidemment, bon, c'est long, mais c'est normal, c'est le but de ces formats-là, de d'aller un peu dans le fond et pas juste dans quelques formules. Mais du coup, ça donne à voir à la fois les enjeux pour, ni être dans l'incantation, ni être, je dirais en fait, dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, on voit bien, alors on pourra en parler des heures, mais en fait, on voit bien la question du mur de l'argent, comment en 83, parce que, bah, du coup, les socialistes ont, il y a eu une vraie un vrai changement, entre guillemets, «changement de cap» sur tout un tas de trucs. Mais en fait, comme ils n'avaient pas pensé la question de reprendre la main sur le marché et sur l'économie par les bons outils, qui n'étaient pas, la nationalisation de tout et le passage à une économie planifiée, en claquant des doigts quoi, et ben, en fait, ils se sont fait écraser par le pouvoir de l'argent et on voit bien et que ça permet de nous avons été timides là-dessus nous-mêmes. Nous-mêmes en mmh, 83-84, il y avait des batailles dans le parti communiste pour gérer la question des nouveaux critères de gestion des entreprises, pour la mettre en avant et cetera et nous avons été timides là-dessus. mmh. Nous n'avons pas osé même mener la bataille et le bras de fer vis-à-vis des socialistes là-dessus, mais quelques fois on a essayé de le faire, ça a permis d'avancer. Bah, y compris parce qu'on sort du cadre caricatural et je trouve Voilà. que et du coup, très modestement, je pense que dans les débats qui vont agiter la gauche, dans les mois, qui vont venir, il y a un apport, original, je dirais, à amener, par ce biais-là parce qu'on est, enfin, finalement, les communistes sont à peu près les seuls à pour pas dire les seuls, en fait, pou à penser de cette façon-là, quoi. Je dirais, au-delà simplement de la grille de lecture capital-travail qui peut être partagée plus globalement. Alors, il y a quand même une logique un peu plus globale et bah, merci parce que du coup, le temps a tourné, mais comme ça on y voit plus clair, y compris sur le problème de la dette, sur lequel tu es revenu à la fin sur, à la fois coût du capital et enjeu de réorientation pour le développement et que du coup, bah, en fait, la dette est un problème quand on s'appauvrit, mais objectivement, quand on se développe dans le bon sens, en fait, ce n'est plus un problème. Donc merci pour cet échange. Donc merci à vous aussi d'avoir, suivi, cet échange derrière votre écran. On espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, les gestes simples, donc mettre un j'aime, partager sur vos réseaux sociaux, et autour de vous et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir le travail qu'on essaie de faire. Et si vous souhaitez, aller plus loin, qu'on aille plus loin sur tel ou tel aspect, bah, donnez-nous votre avis en commentaire et on manquera pas d'organiser, de nouveau ce type d'échange, sur des points plus précis. Donc sur ce, bah, encore merci Frédéric et puis à très bientôt.